beau milieu de la Somme, dans les Hauts-de-France, une association fait revivre le chemin de fer d'antan. Avec ses 9 locomotives à vapeur, ses voitures en bois verni datant du siècle dernier et ses 450 bénévoles, elle apparaît comme un grand acteur de la préservation du patrimoine français. Pourtant, à la fin de l'exploitation commerciale, ces voies ferrées ont bien failli disparaître à tout jamais. Entre le manque d'entretien de la voie, le peu de moyens disponibles et l'état précaire du matériel, tout semblait perdu d'avance. Mais ces personnes ont réussi l'impossible et font revivre ce réseau, si cher aux habitants locaux. Tout commence à la fin du 19e siècle grâce au plan Fraissinet, qui a permis de donner l'accès au chemin de fer à tous les Français. À la demande du département, la Société Générale des Chemins de Fer Économiques construit le réseau de la Somme. Il relie les stations balnéaires du Crotoy, Savallery et Cailleux à Abbeville, mais également Noyelles à Forêt-l'Abbaye et Canchy. Ce réseau fait partie des 17 000 km de voies ferrées secondaires construites en France. Grâce à une correspondance à Noyelles, les voyageurs parisiens profitent des stations balnéaires de la baie de Somme. Dans l'autre sens, les habitants de la baie vont à Abbeville pour faire leur marché. Le trafic marchandises est diversifié. On transporte des galets de Cailleux, des betteraves pour la râperie de Langères, la chicorée pour la cossetterie de Saint-Valery, du bois, du phosphate et des coques du Crotoy dans un wagon spécialement aménagé. Pendant 60 ans, l'activité sur le réseau est intense. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, on commence à sentir le début de la fin des voies secondaires avec l'arrivée de la voiture, des bus et surtout des camions. Le trafic sur le réseau diminue et des sections de la ligne sont rayées de la carte. La fermeture de la râperie de Langères en 1965 a raison du trafic de betteraves sur la ligne et entraîne la dépose de la voie entre Noyelles et Canchy en 1967. En 1969, le seul service régulier restant est entre Noyelles et Cailleux. La population environnante sent qu'un pan de l'histoire est en train de se tourner. Dès l'été 69, j'ai pris cet autorail qui m'emmenait à Noyelles et retour. Il n'y avait pas grand monde. J'allais acheter mon billet à la gare et puis je montais dans cet engin qui était très haut sur roue et sur une voie qui ressemblait plutôt à des spaghettis n'est qu'à une voie parfaitement rectiligne. Et puis, quand est arrivé, malheureusement, la fin de l'exploitation, on s'est retrouvé en gare de Crotoy à la fin du mois de novembre pour jeter les bases d'une association pour sauvegarder cette ligne. Le groupe ainsi formé, grâce au soutien des autorités locales et de la Fédération des Amis des Chemins de Fer Secondaires, fonde le CFBS pour le chemin de fer de la baie de Somme. La création est effective le 13 mars 1970, date de l'apparition au journal officiel. La jeune association s'établit dans la gare du Crotoy et prend contact avec l'exploitant de l'époque, la Compagnie des chemins de fer et du transport automobile, pour leur acheter du matériel. Nous nous sommes tournés vers la société exploitante et on n'avait pas d'argent à l'époque. Donc il y a un membre qui a acheté une voiture Somme, moi-même j'ai acheté un fourgon et nous avons négocié auprès de cette société de bien vouloir nous rapatrier ce matériel. Donc ce fut assez épique parce que depuis plus de 9 mois, la ligne n'était plus entretenue. Elle l'était un petit peu avant, mais alors là, plus du tout. Donc la nature avait repris ses droits. Et voir ce train fantôme qui s'avançait comme ça vers le Crotoy, c'était assez impressionnant. Avec ces branches qui frottaient contre le matériel, ces passages à niveau qui étaient remplis de terre, mais on est quand même réussi à arriver sain et sauf, on va dire, au Crotoy.
Donc pour nous, ce fut une grande joie de pouvoir enfin mettre dans cette gare du Crotoy qu'on nous avait confiée à partir du mois de juillet, de pouvoir établir non seulement le siège social de l'association, mais également de pouvoir commencer à travailler sur ce matériel. La problématique du matériel remorqué étant résolue, il reste la question du matériel moteur. En effet, les chalumeaux des ferrailleurs ont découpé les dernières locomotives du réseau au début des années 60. Par ailleurs, aucun engin diesel n'est disponible. Le CFBS se tourna alors vers la Fédération des Amis des chemins de fer secondaires en vue de trouver et faire acheminer des locomotives. J'avais bien sûr demandé au président de la Fédération des Amis des chemins de fer secondaires de nous en prêter une puisqu'ils en avaient plusieurs dans un musée qui se trouvait à Malakoff, mais j'ai reçu un refus poli. Mais ce président, quand même, voyait qu'on était un petit peu désespérés. Il nous a indiqué qu'il y avait donc un entrepreneur de travaux publics à la chapelle Saint-Luc près de Troyes, qui avait éventuellement à notre disposition des locomotives à vapeur en parfait état, un petit peu à restaurer, mais très peu de frais à envisager. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés avec d'autres personnes, chercher, préparer ces locomotives, puisqu'elles étaient nées dans des hangars fermés, donc il a fallu ouvrir, heureusement c'était des tôles, on a préparé une estacade et la première locomotive est arrivée en novembre 70 et ça sera la première locomotive qui sera remise en état, puisqu'elle sera appelée la Verte. Outre ces deux locomotives venant de la chapelle Saint-Luc, d'autres machines sont également acheminées dans la baie de Somme. Une venant de l'Aisne, construite par les ateliers Corpé-Lové de 1906, une venant du Morbihan, construite en 1905 par les ateliers Pingly de Lyon, une autre venant de la Seine-et-Marne, construite par les ateliers Bufforo-Batel en 1909, enfin une machine construite en Belgique entre 1920 et 1921 qui a circulé dans l'Oise jusqu'au début des années 60. La Verte est donc la première remise en état et assure le premier train du CFBS le 4 juillet 71 entre Le Crotoy et Noyelles. Alors ça, ce fut une grande joie, hein, parce que bon, il a fallu la passer donc à la pave, c'est-à-dire contrôler l'étanchéité née de la chaudière. Cette locomotive tenait très bien la voie, même sur une voie qui était en très mauvais état, et elle nous a été d'un grand secours. Donc nous avions une grande joie pour ce premier train. Durant ce parcours, les passagers du train ne sont pas autorisés à descendre en gare de Noyelles. La locomotive n'y fait qu'une manœuvre et le train repart vers Le Crotoy. Au retour, à Morlaix, des poneys attendent les enfants pour une promenade et l'équipe de conduite se restaure au café des Hutiers. Le succès est au rendez-vous. À la fin de l'année 71, la toute jeune association a transporté 2700 voyageurs. Le ticket coûte à l'époque 5 francs et 2,50 francs en demi-tarif. C'est en 1972 que la Compagnie des chemins de fer et du transport automobile cesse toute exploitation sur le réseau. Le CFBS s'agrandit et s'établit alors sur la section entre Noyelles, Savallery et Cailleux. Le service est alors effectué avec la deuxième locomotive venant de la chapelle Saint-Luc, la Marron. Ainsi, la première fait des trains sur la section entre Le Crotoy et Savallery et la deuxième circule entre Noyelles et Cailleux. Pendant ce temps, à l'atelier, on s'affaire sur les machines rapatriées. La première à reprendre du service est la Pingly en 1975. L'association récupère également un autorail et 3 locotracteurs diesel. Un seul bénévole s'en occupait. C'est ce bénévole qui restaurera un des locotracteurs pratiquement seul. Ce locotracteur reprend du service en 1979. À la fin des années 70, le CFBS a transporté plus de 64 000 voyageurs, dont plus de 11 000 en 1979, soit 5 fois plus qu'en 1971.
À partir des années 80, le rôle touristique du CFBS commence à être reconnu dans la région. De grands investissements sont entrepris, tels que la restauration et l'agrandissement du dépôt de Saint-Valery-Canal et la construction d'un hangar à voitures. Par contre, la circulation entre Le Crotoy et Noyelles est devenue compliquée, voire presque impossible. On commence alors à renouveler la voie sur cette section en ayant grandement recours au système D. On a commencé vraiment à faire des travaux de voie sur la ligne du Crotoy en 1978 parce qu'il y avait des endroits, c'était vital, quoi, sinon le train ne pouvait plus passer. Bon, ça s'est engagé petit à petit dans ces années-là et ça s'est poursuivi au début des années 80. Je dirais même que ça s'est amplifié avec l'aide d'un bénévole qui travaillait à la SNCF et qui connaissait des gens qui travaillaient à l'équipement à la SNCF et qui pouvaient avoir des traverses de récupération. Donc à l'époque, on a réussi à avoir beaucoup auprès de la SNCF des traverses de réemploi qu'il a fallu retailler à voie métrique, parce que la SNCF, c'est pas le même écartement, il a fallu retailler à voie métrique. Et là, on a bougé à la main des tonnes de traverses. Il fallait les retailler, etc., les recouper, et puis après aller les poser en ligne, quoi. Dans le même temps, les diesels reprennent du service et commencent à se faire voir sur la ligne. Ils viennent suppléer les locomotives à vapeur sur le réseau et aident aux manœuvres au dépôt. En effet, alors qu'il faut plusieurs heures pour préparer une locomotive à vapeur avant qu'elle puisse prendre son service, les engins diesel sont prêts presque immédiatement. En parlant des locomotives à vapeur, une machine nouvellement restaurée circule sur les voies. C'est la Buffo-Robatel de 1909. Elle est affectueusement surnommée la Pache Paillard des deux personnes qui ont géré sa restauration et sa mise au point sur le réseau. Elle est arrivée sur le réseau avec d'autres machines en 1971. La petite équipe d'alors avait commencé à la démonter dans le courant de l'année 72. Dès 1974, avec Jean-Marc Page, on avait à peu près le même âge, on était plein de jeunesse, plein de punch, et on s'est dit, voilà, on va s'attaquer à cette locomotive, parce que là, bon, il n'y avait pas trop de monde dans l'association, le train commençait à rouler, il fallait être un petit peu sur tous les fronts, il y avait beaucoup de travail sur la voie. Et donc on s'est associés et on a décidé de poursuivre les travaux de restauration de cette locomotive à partir de 1974. On n'avait rien pour le faire, donc on n'avait que notre bonne volonté, quelques outils de récupération, et puis voilà. Donc on a essayé de faire des choses impossibles et on y est parvenu, ce qui est assez extraordinaire. Donc, exemple, on n'avait pas de chalumeau. Donc, un chalumeau, hein, ça sert à chauffer des pièces ou à chauffer des boulons pour pouvoir les démonter. Et bien là, on avait une boîte à conserve avec du gasoil dedans et un chiffon qu'on allumait. Ça faisait une flamme et on laissait brûler comme ça pendant toute une journée pour chauffer un boulon pour pouvoir le dévisser. Voilà, donc c'est une anecdote qui en dit long sur les méthodes de travail qu'on avait à ce moment-là. Et puis le grand jour est arrivé, donc en 1982, on a pu allumer pour la première fois la machine. Donc on a allumé la chaudière, on ne savait pas trop si ça allait marcher. Et puis finalement la pression est montée petit à petit dans la chaudière et puis on a dit bon allez on essaye de rouler avec pour voir si on arrive déjà avec la chaudière, il n'y avait pas de fuite, ça allait très bien. On va essayer de rouler avec et chose extraordinaire, on a pu faire les premiers tours de roue avec. Donc là c'était le grand hurrah, c'était au mois de novembre, je m'en souviens, il faisait un temps épouvantable, mais peu importe.
Et voilà, la machine n'était pas complètement terminée, hein. Il n'y avait pas de frein, je me souviens, on avait juste un espèce de frein à main qui marchait pas bien, mais au moins elle avait roulé, c'était extraordinaire. Et puis dans les semaines et les mois qui ont suivi, on a terminé l'ouvrage et on a fait d'autres marches d'essai, d'autres nouveaux allumages pour petit à petit mettre au point. Donc la locomotive, elle a vraiment roulé en 83. La saison 83, on a roulé avec et il n'y avait que Jean-Marc Page et moi-même qui étaient habilités à rouler dessus. Et parce que la machine n'était pas encore tout à fait au point, donc il fallait la faire rouler pour connaître les défauts et tenter d'y remédier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé la Page Paillard pendant toutes les années qui ont suivi et encore aujourd'hui. Le centenaire du réseau approche, et il se trouve qu'il y a une voiture bien particulière dans le dépôt. Il y avait un projet qui me taraudait depuis longtemps. Nous avions récupéré en 1974 une voiture salon, et je me disais que quel bonheur si on pouvait la remettre en état pour accueillir nos dignitaires, nos élus, hein, et de pouvoir leur montrer qu'on avait une superbe voiture qui pouvait les accueillir. Cette voiture salon est commandée en 1888 par M. Bandarelli, directeur de la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, et est présentée à l'exposition universelle de 1889 à Paris. Elle est présente à chaque inauguration des nouvelles portions de la ligne, transporte les personnalités politiques de l'époque jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Elle est garée à partir de 1930 dans une remise dans le Cher et, après quelques tentatives de pillage durant la Seconde Guerre mondiale, cette voiture est déplacée et protégée. Elle est redécouverte en 1951 par un inspecteur de la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, puis revendue aux enchères en 1952. Elle est déplacée à Vélizy 2 ans plus tard pour devenir une maison de campagne. Elle perd son châssis, mais bénéficie d'un véritable toit de charpentier et d'une terrasse, la protégeant des intempéries. Au début des années 70, la voiture, avec son toit et sa terrasse, est revendue, puis déplacée dans une clairière près d'Évreux, toujours en tant que résidence secondaire. Son destin croise celui du CFBS en 1972. L'association l'achète et la rapatrie en 1974, après de nombreuses négociations avec les propriétaires. Et donc, en 1985, on souhaite faire rouler cette voiture sur le réseau. Mais pour que la voiture roule, il lui faut un châssis. On en trouve un qui peut convenir au chemin de fer du Vivarais, situé dans le sud de la France. La caisse est posée sur ce châssis le 10 octobre 87, après une rallonge de celui-ci de 20 cm. La restauration de cette voiture, ou de ce beau meuble, sera terminée un an plus tard. On a dû repousser le centenaire d'un an pour que la voiture soit vraiment prête en 88. Donc on a fêté le centenaire avec un an de retard. Mais parce qu'il y avait beaucoup de travail à refaire à l'intérieur, à l'extérieur, et ça nous a pris beaucoup de temps. Mais on a eu beaucoup de joie parce qu'on a restauré un superbe meuble. Ainsi, tout est prêt. La fête du centenaire peut débuter. Elle se tient sur 2 jours, les 30 avril et 1er mai 1988. Toutes les machines restaurées par le CFBS sont présentes. La voiture salon fait sa première sortie officielle durant cette fête et, soyez-en sûrs, elle a fait sensation. La Poste a également participé avec un bureau de poste temporaire et un cachet spécial centenaire, et une cuvée de vin spéciale Le Centenaire a été mise en bouteille. Du côté des grandes lignes, un train spécial, tracté par la 231G 558, s'arrête à Noyelles. C'est la première fois qu'une Pacifique circule entre Amiens et la baie de Somme depuis 1969. Donc durant les années 80,
Le CFBS a fait voyager plus de 234 000 voyageurs. Le palier des 25 000 voyageurs par saison est franchi à plusieurs reprises. L'activité est devenue si intense pour les bénévoles que le CFBS engage ses premiers salariés entre 1983 et 1985. Ils aident à la maintenance du matériel, de la voie et à l'exploitation commerciale. Ils sont toujours présents aux côtés des bénévoles aujourd'hui. Autant les années 70, c'était les années précaires où il fallait essayer d'exister et de tenir jusqu'aux années 80. Et aux années 80, on a commencé à investir, on l'a vu. Et à partir de là, d'oser organiser des manifestations. Et cette manifestation du centenaire, ça a été le précurseur des fêtes de la vapeur. On en reparlera beaucoup. 5 fêtes de la vapeur sur une seule décennie. Et encore, on a manqué celle de 1990, puisqu'il y a eu la fameuse tempête. Fin février 90, le nord-ouest est secoué par l'une des pires tempêtes qu'il ait connues. Des vents jusqu'à 170 km/h. La mer envahit les terres jusqu'à Urte, le pont sur le canal de Cayeux est emporté par les eaux. Il y a certes du dégât au CFBS, mais que dire des nombreuses personnes sinistrées dans les bas-champs? L'association avait prévu une autre grande fête en 1990. Par solidarité, elle est annulée et remplacée par l'opération Solidarité Bas-Champs, une manifestation destinée à lever des fonds pour les sinistrés. C'était au mois de mars 1990, donc il faisait pas beau. Et il n'y a pas eu grand monde, on a quand même eu une affluence assez mitigée. Mais par contre, l'idée de ce train de la solidarité, c'était que les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et donc je me souviens très bien qu'on avait quand même récupéré 16 000 francs, ce qui est quand même une jolie somme, 16 000 francs pour l'époque. Et donc on a pu remettre les 16 000 francs au maire de Cayeux-sur-Mer, M. Marseille, à l'époque, en gare de Urte. Et franchement, c'est un moment assez émouvant. Lui, il était très ému. Et franchement, ça a été un vrai moment de solidarité. Malgré cela, le CFBS totalise plus de 33 000 entrées sur l'année 1990. Le chiffre d'affaires dépasse la barre symbolique du million de francs. Et c'est donc en 1992 qu'a lieu la première édition d'événements encore unique en France aujourd'hui, les Fêtes de la Vapeur. Et donc à partir des années 90, sur le plan de la communication vis-à-vis de notre action, on avait donc des supporters de choix qui régulièrement venaient nous voir, puisque les fêtes de la vapeur se sont multipliées. Celle de 90 n'a pas eu lieu, mais on a fait celle de 92. Et celle de 92, c'est la première fois qu'on a commencé à faire venir plusieurs grosses locomotives. On s'est rendu compte qu'une grande manifestation comme ça mobilise toutes les énergies de l'association, mais également l'énergie des partenaires de l'association. Et qu'ensemble, à l'occasion des fêtes de la vapeur, on a envie de montrer ce qu'on a fait. Les bénévoles ont envie de montrer, les salariés ont envie de montrer le travail qu'ils ont fait. Et puis, ils ont envie de montrer aux partenaires financiers, aux collectivités, ce qu'on a fait, de l'argent, des subventions qui ont permis d'investir. Et puis après, évidemment, ce qui ne gâche rien, c'est qu'on a vu aussi que ça crée un sacré engouement populaire. Des machines à vapeur, qu'on le veuille ou non, ça reste mythique. C'est quand même emblématique des chemins de fer touristiques. Et le fait de pouvoir réunir à Noyelles, ce qui est exceptionnel pour un chemin de fer touristique, des machines à vapeur de l'ancienne SNCF, qui était anciennement SNCF, des machines à vapeur à voie métrique, voire à voie de 60 pour les machines invitées, ou d'écartement encore plus petits, c'est un moment magique, partagé avec des amateurs, certes, mais aussi surtout avec le grand public qui y est extrêmement sensible. Donc là, il commence à y avoir non seulement des locomotives à vapeur sur le réseau ferré national qui viennent, mais également des machines invitées. C'est le début des locomotives invitées. Et ça plaît énormément, déjà à commencer par les associations invitées, parce qu'elles peuvent se dégourdir un peu les jambes. Le réseau de la baie de Somme est un réseau assez long, c'est un réseau de chemin de fer, c'est pas une ligne. La barre des 50 000 voyageurs transportés est franchie en 1994, et les fêtes de la vapeur ne sont pas étrangères à ce succès grandissant.
L'actuelle doyenne du réseau est également arrivée en 1994. Elle a été rapatriée des États-Unis et elle a une sacrée histoire. C'est une machine construite en 1889 par les établissements Caille et qui a participé à la construction du canal de Panama en Amérique centrale. C'est une des plus anciennes machines à voie métrique qui circule régulièrement en France. Le CFBS étend son influence dans les pays étrangers, le jumelage avec un chemin de fer anglais, le KESR, situé au sud de Londres, est acté en 1996. Alors le KESR c'est le Kent and East Sussex Railway, c'est un chemin de fer touristique britannique à voie normale qui est à peu près à une trentaine de kilomètres au nord du terminal du tunnel sous la Manche côté anglais, et qui est une ancienne ligne à voie normale mais de catégorie secondaire. Ça c'est un premier point commun avec le CFBS. Donc à l'heure actuelle cette ligne fait un petit peu plus de 18 km de long et elle relie un bourg relativement important qui s'appelle Tenterden à un village qui s'appelle Bodiam où se trouve un château médiéval. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'initiative de ce jumelage, elle vient en fait des Britanniques. C'est un des paradoxes du Royaume-Uni, c'est que même bien qu'il ait toujours eu une relation très ambiguë avec l'Union européenne, qui a conduit, comme on l'a vu récemment, au Brexit, les Britanniques ont toujours été très forts pour comprendre ce que l'UE pouvait leur apporter. Et ce sont donc les Britanniques du KESR qui ont découvert un programme de financement européen qui s'appelait Interreg, dont l'objectif était d'aider les régions frontalières qui avaient souffert de la mise en place du marché unique en 1992. L'idée, c'était de permettre à deux entités qui avaient une activité similaire ou identique de devenir partenaires, de monter des projets semblables et de bénéficier d'un financement européen pour les aider. Donc les Britanniques sont venus nous voir un jour en disant écoutez, voilà, on a découvert ce programme, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se jumelle, nous, les deux chemins de fer touristiques, et qu'on essaie de monter des projets ensemble. Donc, nous, a priori, on a dit que c'était intéressant parce qu'on n'avait pas vraiment capté de notre côté que ça existait. Et on a mis en place petit à petit, il a fallu pas mal de travail administratif et de coopération et de discussions, de réunions, etc. On a petit à petit mis en place ce programme. Et donc, le jumelage proprement dit a eu lieu en 1996. Et c'est pour ça qu'en 2021, nous en fêterons le 25e anniversaire. Mais pendant cette dizaine d'années, ça nous a permis de financer des projets en matière de matériel roulant et en matière d'infrastructure, ce qui a été bénéfique aux deux chemins de fer. Ça a également permis de mettre en place des échanges réguliers entre les bénévoles des deux associations. Et on a organisé comme ça, au fil des ans, des séances de travail, tantôt le CFBS se rendant sur le KESR, tantôt les gens du KESR venant chez nous. Et ça a permis non seulement des échanges de savoir-faire technique, des discussions sur la manière de faire, les connaissances spécifiques au chemin de fer et tout ça, ce qui était à la fois intéressant et enrichissant. Ça a aussi permis à beaucoup de gens de bien se connaître et pour beaucoup de devenir de bons amis. Et même si aujourd'hui le programme Interreg a été réorienté et que nous n'en bénéficions plus, cette espèce de tradition s'est mise en place et même depuis la fin du programme, nous continuons tous les 18 mois à organiser une séance de travail, tantôt d'un côté de la Manche, tantôt de l'autre. Quand les gens du KESR viennent ici et qui participent quelquefois au déjeuner assis du groupe du jeudi, ces bénévoles de chez nous qui se réunissent tous les jeudis, ils apprécient beaucoup un déjeuner où on commence avec l'apéro, on a l'entrée, le plat, le dessert, le café, tout ça assis, ça prend une bonne heure et demie et c'est très convivial. Par contre, nous avons remarqué quand nous allons en Angleterre que beaucoup de leurs bénévoles, à l'heure du déjeuner, se contentent de manger un petit sandwich en un quart d'heure, en quittant presque pas leurs outils, et pour le déjeuner, c'est terminé. Donc, grosse différence et effectivement, contraste, mais bon, les contrastes, ça enrichit. L'apothéose de cette décennie est sans doute l'année 98. Non pas grâce au premier titre mondial des Bleus lors de la Coupe du Monde, mais certainement grâce à la fête de la vapeur organisée cette année-là. Elle marque la première sortie de la N Saint-Pierre, la machine belge,
après une reconstruction presque intégrale. Un bel échantillon des voitures Somme reconstruites est présenté au public. Une véritable Micheline, un autorail sur pneus, si, fait des navettes entre Noyelles et le Crotoy, elle connaît un succès fou. Le KESR est présent aussi avec une machine anglaise. Côté voie SNCF, la 231G 558 normande, la 231 K8 parisienne, la 140C 314 Picard et la 140C 231 parisienne sont présentes en tête de leurs trains spéciaux. De nombreuses associations ont fait le déplacement et à vrai dire, il y a trop d'engins à énumérer que je n'arriverai pas à tous vous les citer dans le temps imparti. La barre des 75 000 voyageurs est franchie cette année-là. Dans les années 2000, beaucoup de locotracteurs diesel arrivent sur le réseau. On peut citer le FGC 824, un engin espagnol arrivé dans les années 90. Il n'a été pleinement utilisé qu'à partir de 2017 et son confort est bien apprécié par les équipes de conduite. Le Ford L45H, un engin loué puis racheté à Colas en 2019. Vu l'augmentation de la charge des trains, il deviendra un des engins les plus présents sur le réseau dans un futur proche grâce à ses 500 chevaux. Les deux Pilou, des petits engins suisses qui sont de véritables couteaux suisses, sans jeu de mots. Ils servent à tout, comme pour les manœuvres de servitude dans le dépôt que pour les interventions sur la voie grâce à leur plateforme. Ou encore le X212, un autorail arrivé en 2010. Il fait des navettes durant les manifestations. Et du côté des vapeurs, on rapatrie une des plus grosses machines à voie métrique de France. Une 230 construite par les ateliers Fivelines en 1909, qui a circulé sur le réseau intérieur breton. On l'a surnommée la Bretonne, ne nous demandez pas pourquoi. Le CFBS soigne son image commerciale et améliore son infrastructure. Par exemple, à la gare du Crotoy, la cour d'accès est aménagée, la marchandise est transformée en mini-musée, le guichet de la gare est reconstitué à l'image du réseau au début du XXe siècle, et le dépôt du Crotoy est agrandi avec un local aménagé pour les équipes de conduite. L'offre set-off avec un trajet dîner à bord, le plaisir d'un repas et un service traiteur sur les staccades, avec en tête une locomotive à vapeur et un coucher de soleil sur la baie. Les seuils symboliques du nombre de voyageurs transportés tombent les uns après les autres. La barre des 100 000 est passée en 2003, puis 150 000 en 2011 et 200 000 en 2019, avec 200 887 voyageurs transportés durant cette saison. Ce nouveau millénaire est marqué par l'arrivée de nombreux jeunes adultes. Cette jeunesse roule sur le réseau en tant que chef de train, chauffeur, mécanicien vapeur et diesel. Elle participe également au projet de l'association. Les anciens partagent volontiers leurs connaissances, leurs aventures et leurs expériences. Alors je suis Aurélien Verbruge, donc je suis dans l'association depuis 6 ans maintenant, je suis arrivé en 2015. J'ai 25 ans, je suis arrivé dans le train à cause de ma copine, celle qui m'a ramené ici. J'ai rencontré ma copine dans le train, donc je suis arrivé grâce à ça dans l'association. J'ai tout de suite été très bien accueilli par tout le monde. Donc mon premier poste ici au chemin de fer la baie de Somme, ça a été chef de train. Donc j'ai été formé chef de train. Je viens ici au Surf des Gangs, donc les journées de travail bénévoles le jeudi. Il n'y a pas longtemps de ça, je suis passé mécanicien sur engin diesel. Maintenant, je suis aussi administrateur, formateur sécurité au niveau des chefs de train. Sur les 300-400 membres qu'on a ici, en jeunes, on doit au moins en avoir entre 50 et 100, je pense, au moins. Mais par contre, on a une bande de jeunes ici au dépôt où on est vraiment tous bien copains. On doit être une bonne quinzaine, je pense. Ça amène une très bonne ambiance quand on a des équipes en machine qui sont très jeunes et des équipes en gare ou dans les trains jeunes, ça fait toujours une très bonne ambiance dans la journée. Alors on a de tout, on a des chefs de train, comme moi, jeunes, mais il n'y a pas que moi heureusement. On a des agents de gare également, qui eux sont salariés, mais qui sont jeunes et à qui on s'entend très bien également. Et après, ils sont souvent en machine, en vapeur, beaucoup, parce que la vapeur c'est un peu l'attrait qu'on a ici au chemin de fer la baie de Somme, c'est vraiment faire du train touristique à vapeur. Et après on a des mécaniciens diesel également jeunes, et on a depuis quelques temps, donc depuis le mois de décembre, on a créé une séance de travail diesel. Alors c'est la bande de jeunes qui a créé ça, donc on est 5-6 à venir une fois par mois le samedi pour s'occuper des diesels.
Et donc on est rejoint par d'autres bénévoles également de l'association. On arrive à tourner à une quinzaine de bénévoles en séance de travail diesel maintenant le samedi. Comme nouveauté, ce qui vient d'être refait là, c'est la voie donc à Saint-Valery-Canal. On a refait la voie principale d'origine. Là, on passait sur une voie d'évitement et on a refait entièrement une voie d'origine qui sera la nouvelle voie principale, qui a double écartement, donc en voie métrique et en voie normale. Donc il y a ça qui a été fait et là, on est en train de restaurer la Buffo. Donc elle nous a servi pendant 20 ans, elle a été restaurée il y a 20 ans, elle a servi pendant 20 ans. Et là on la remet à nu, on la restaure entièrement, on la refait à zéro. Alors dans 10 ans, j'espère que le chemin de fer de la baie de Somme sera toujours ce qu'il a été, avec sa vocation touristique, mais également surtout un train à vapeur. J'espère qu'on pourra continuer là-dessus. Maintenant, dans les projets qu'on a, on a la rame Jumbo, donc c'est une rame dîner à bord. Donc on en a déjà une en bois, historique, une rame Somme, mais là c'est une rame 4 saisons. Donc elle avec un intérieur refait entièrement à neuf, avec le chauffage, des fenêtres fermées, des portes fermées, ça va faire du bien ça évitera les courants d'air. Donc on aura une nouvelle rame dîner à bord, donc une nouvelle prestation, dîner à bord 4 saisons. Donc on pourra également proposer des dîners à bord en hiver, ce qui ne se fait pas à l'instant, avec un repas toujours aussi bon, j'espère. Après, on a l'histoire de la marquise aussi, donc à Saint-Valery-Canal. Sur les voies de Saint-Valery-Canal, on voudrait faire une marquise pour pouvoir l'hiver abriter nos trains et surtout faire un musée en hiver, pouvoir présenter en hiver aux touristes, aux gens du coin, un petit peu le matériel ferroviaire et le patrimoine ferroviaire qu'on a chez nous ici et qui est caché parce qu'on ne montre pas tout et qui est magnifique à voir. Aujourd'hui, le challenge le plus important, c'est pas de transporter 300 et 400 000 voyageurs. Le challenge le plus important, c'est de rester dans la zone des 200 000 clients, mais des clients satisfaits, puisque l'exigence est en train d'augmenter. Les gens attendent autre chose que de voyager à bord d'un train, simplement. Ils attendent de comprendre ce que c'est que ce train, de comprendre l'environnement, de comprendre la faune, la flore, les gares traversées, l'histoire de la région, l'histoire du train. On l'aura donc compris, le CFBS a encore du travail à donner pour plusieurs générations. Il ne s'arrête jamais. Et tout ça, c'est grâce uniquement à la ténacité d'un groupe de passionnés qui n'ont pas accepté, il y a 50 ans, que ce mode de déplacement et ce mode de vie ne sombrent dans l'oubli. Comme quoi, la volonté des hommes, ça peut déplacer des montagnes.